Lecomte, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, les députés ont donc rendez-vous à 16 h cet après-midi pour un vote. Nous annonçons aux alentours de 20 h. Ça ne se fera pas avant, ça va prendre du temps. Il y a 2 textes qu'on va leur présenter. On peut encore s'attendre à tout, selon vous, ou c'est déjà plié ? On peut toujours s'attendre à tout, mais a priori, selon les déclarations des uns et des autres, il y a très peu de chances aujourd'hui que la motion de censure ne soit pas adoptée. Dès l'instant que Marine Le Pen a annoncé que le groupe du Rassemblement national voterait pour la motion de censure déposée par le NFP, cette motion de censure obtiendra la majorité absolue requise pour renverser le gouvernement. Si chacun des deux oppositions, NFP et RN, votait uniquement leur propre motion de censure, aucune des deux ne serait adoptée, mais si l'un vote celle de l'autre, alors elle aura le seuil nécessaire. Si chacun fait ce qu'il dit, en somme, sauf qu'on a déjà vu par le passé le Rassemblement national jouer un double jeu, on se rappelle évidemment le vote sur la loi immigration, ça s'est passé autrement, tout le monde avait été surpris. Est-ce que ce même scénario pourrait se reproduire aujourd'hui ? Alors on peut toujours imaginer la possibilité d'un revirement du Rassemblement national à la dernière minute. Là, ce serait très tardif, mais peut-être que Marine Le Pen pourrait finalement annoncer qu'elle a obtenu assez de concessions de la part de Michel Barnier et mettre en scène le fait que, par la pression qu'elle a mise sur le gouvernement, elle a réussi à faire évoluer le projet de loi dans le sens qu'elle voulait, et notamment pour protéger les Français et leur pouvoir d'achat. Donc c'est pas totalement impossible à imaginer, notamment si elle est dans cette stratégie de respectabilisation et de montrer qu'elle est prête à gouverner et à obtenir des concessions, mais jusqu'à présent, le faire dans les dernières heures, ça semble de moins en moins probable. On n'est pas encore en train de discuter, de négocier, là on est en train de se parler nous, est-ce qu'ils ne sont pas en train de passer des coups de fil ou même se rencontrer ? C'est pas du tout impossible. Le problème, c'est que maintenant que Michel Barnier a engagé sa responsabilité sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il a gardé le texte de la CMP, de la commission mixte paritaire, en y ajoutant quelques amendements du gouvernement. Maintenant, le texte est tel qu'il est. Alors, ce qu'il peut promettre maintenant, c'est éventuellement des évolutions ultérieures dans la suite de la discussion parlementaire. Mais on a vu hier soir qu'il ne voulait pas laisser la possibilité d'une surenchère permanente de Marine Le Pen qui ajoute des nouvelles conditions au fur et à mesure. Donc, hier soir, le Premier ministre a quand même laisser entendre qu'il n'allait pas multiplier les concessions à l'infini. Donc peut-être sont-ils encore en train de négocier aujourd'hui, mais on ne sait pas vraiment quelles sont les marges de manœuvre que peut avoir le Premier ministre et quelles sont celles qu'il peut laisser à Marine Le Pen. Il a en tout cas donné le sentiment que les négociations, l'échange avec le RN étaient donc bel et bien terminés. Ça avait atteint ses limites. Michel Barnier qui a donc tenté cette ultime carte, celle de la menace du chaos qu'il avait déjà brandie auprès des Français. Il était chez nos confrères de TF1. Il l'a de nouveau mis en garde. Écoutez-le. L'impact de cette instabilité politique, vous la verrez immédiatement. Michel Barnier brandit la menace de l'instabilité politique. Si une majorité des 577 députés le censure, le locataire de Matignon devra présenter sa démission. Chacune a une part de responsabilité devant les Français, devant les électeurs de sa circonscription, et puis devant la France aussi, qui est dans un moment assez grave. Le Premier ministre prévient, en cas de censure, impossible d'indexer le barème des impôts sur l'inflation dans le budget 2025. Près de 18 millions de Français verront leur impôt sur le revenu augmenter, d'autres en payeront pour la première fois. Le chef du gouvernement accuse Marine Le Pen de chantage lors de leur dernière négociation. Le RN a l'intention de voter la motion de censure de la gauche, niant tout accord avec ce camp. Il essaye de faire croire qu'il y a une sorte d'alliance entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Non, il n'y a aucunement une alliance électorale. On censure tout simplement ce budget qui est néfaste pour la France. Pour l'autre côté de l'échiquier politique, l'exercice est aussi raté. Il se débat comme un poisson sorti de l'eau, quitte à s'enfoncer dans la médiocrité et les contre-vérités. La peine sera de courte durée. Demain, il sera censuré. Michel Barnier pense qu'il est encore possible d'éviter ce scénario. Si la censure est votée, son gouvernement sera le plus court de la Ve République. Voilà, elle a été compliquée cette séquence quand même pour lui hier soir, alors que le chef de l'État qui était à Riyad avait complètement dynamité son argumentaire juste avant en disant voilà, non, le chaos, ce ne sera pas le cas, ça va bien se passer, quoi qu'il se passe d'ailleurs. Oui, effectivement, le président de la République semble plutôt dans une stratégie d'essayer de nuancer, de relativiser les dangers. Sans doute qu'il est convaincu que de toute façon, la censure sera votée et qu'il préfère limiter les dégâts. Mais c'est vrai que du coup, Michel Barnier n'a
plus tellement d'autres solutions aujourd'hui, faute de pouvoir faire évoluer son texte, que d'en appeler à l'opinion publique et de faire porter sur les oppositions la responsabilité des conséquences négatives qui pourraient arriver si jamais le budget n'était pas voté. Mais bien entendu, de leur côté, les différents groupes d'opposition peuvent argumenter qu'elles-mêmes ont des projets de budget et des propositions et que c'est aussi la faute du gouvernement et du socle commun de ne pas avoir fait les compromis nécessaires pour faire adopter le budget qui leur convient. Vous avez vu quoi, vous, dans cette prise de parole du chef de l'État hier depuis Riyad, qu'il officiellement lâchait Michel Barnier fusible? De toute façon, on voit que depuis la nomination de Michel Barnier, Emmanuel Macron est entré dans une nouvelle phase de son quinquennat. Il n'est pas à proprement parler en cohabitation, puisque sa coalition participe au gouvernement de Michel Barnier, mais il est dans un rapport de force dans lequel il n'est plus qu'un partenaire de cette coalition qui, en plus, est très très minoritaire à l'Assemblée nationale et a besoin principalement de la tolérance du Rassemblement national. Donc Emmanuel Macron est entré dans une phase où il n'a plus la direction de la politique gouvernementale et où désormais son objectif, ça va être d'essayer de sortir à nouveau d'une situation qui est aussi compliquée qu'elle l'était à l'été dernier, lorsqu'il a passé plusieurs semaines à devoir trouver un nouveau gouvernement et à trouver la combinaison parlementaire nécessaire. À nouveau, il va rentrer dans une période très difficile pour chercher un gouvernement. En tout cas, au sein de ce gouvernement, on va entendre Michel Barnier à l'instant et tous les ministres qui se présentent dans les médias, les radios, encore ce matin, à qui leur ont demandé, ça y est, vous êtes en train de faire vos cartons, tous adopter la méthode Coué. C'est quoi ce déni? Qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans? C'est vrai que déjà hier soir on voyait que le Premier ministre se voulait combatif et voulait croire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute que ce qu'il considère... Mais c'est de la façade ou il y croit vraiment? Je pense que c'est en grande partie de la façade, mais c'est une des dernières cartes qu'il leur reste à jouer, c'est de parier sur ce qu'il considère être un esprit de responsabilité qui pourrait saisir au dernier moment les députés. On a vu d'ailleurs que c'est plutôt vers le Rassemblement national que se tournait Michel Barnier hier et depuis sa nomination. Mais c'est la dernière chose que peuvent faire aujourd'hui les membres du socle commun et du gouvernement, c'est prétendre être convaincu qu'au dernier moment, ce qu'il considère être l'esprit de responsabilité l'emportera. On va aller prendre le pouls justement dans les couloirs de l'Assemblée nationale où on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Karim Yayaoui qui est sur place pour nous déjà depuis ce matin. Bonjour Karim de nouveau, vous nous disiez tout à l'heure, il y a déjà du monde dans la presse évidemment qui est sur le pied de guerre, qui n'entend pas manquer cette séquence. Les députés sont donc attendus à 16h, ce sera dans un peu moins de 3 heures maintenant pour a priori voter cette censure. On en est convaincu ou pas en coulisses aujourd'hui ? On en est plutôt convaincu et c'est vrai, vous l'avez souligné, comme rarement il y a des journalistes nombreux du côté de la salle des 4 colonnes, beaucoup de journalistes de la presse européenne. On a vu nos confrères portugais ou encore italiens. Ça montre à quel point cette séquence politique est scrutée avec beaucoup d'attention du côté de nos voisins européens parce qu'évidemment ça aurait des conséquences sur toute l'Europe. Cette difficulté qu'a la France à trouver un équilibre politique depuis de longs mois. Alors évidemment, dans beaucoup d'esprits, cette chute du gouvernement Barnier semble inéluctable. Les signaux envoyés, notamment par le Rassemblement national, semblent laisser peu de doute à cette possibilité. Pourtant, Michel Barnier a fait un certain nombre de concessions, notamment sur le déremboursement des médicaments ou encore sur la revalorisation des retraites, insuffisant pour Marine Le Pen, au point que du côté de Michel Barnier, on a parfois eu le sentiment que quoi qu'il fasse, Marine Le Pen allait marcher sur le chemin de cette décision qui semble évidemment irrévocable, même si un incroyable renversement de situation est toujours possible. C'est l'examen de ces textes qui ont été portés notamment par la gauche, mais aussi par le Rassemblement national pour cette censure. C'est le texte de la gauche qui sera examiné en premier parce que c'est celui qui a rassemblé le plus grand nombre de signatures. Dans ce texte, la gauche a d'ailleurs égratigné le Rassemblement national. Et certains ont pensé que Marine Le Pen pourrait peut-être faire volte-face à cause de cette posture assez critique de la part notamment du nouveau Front populaire. En tout cas, tous les regards sont tournés vers ce moment crucial du vote qui devrait intervenir aux alentours de 19h, 19h30. Les différents groupes vont s'exprimer et le premier à parler sera Éric Coquerel pour le nouveau Front populaire aux alentours de 16h30. Donc suspense
Pas vraiment, diront certains, tant la situation semble difficile pour Michel Barnier, qui restera dans l'histoire pour l'instant, si il chutait aujourd'hui, le gouvernement le plus éphémère de la Ve République. Merci beaucoup Karim Yayaoui, qu'on va évidemment retrouver régulièrement jusqu'à ce vote. Vous nous disiez donc ces deux textes qui vont être présentés aux députés. Il faut obtenir une majorité de 288 voix pour que cela passe. Le RN va voter, en tout cas c'est ce qu'il dit encore et toujours aujourd'hui, qu'il va voter la motion déposée par la gauche. Chaque camp se défend d'avoir d'ailleurs fait alliance ces dernières heures pour arriver à cet objectif que de censurer le gouvernement. Je vous propose de les écouter, les réagissent encore ce matin chez nos confrères de radio. Contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas une alliance. Le RN se rallie à notre motion parce qu'il estime aussi qu'il faut faire tomber le gouvernement Barnier. Et personne, nous, à l'inverse de M. Barnier, on ne se met pas à suppliquer le RN sur leurs valeurs pour dire finalement votez notre texte, oui, on est d'accord. Nous ne votons pas un texte, on vote la censure du gouvernement. Il peut y avoir des gens de tous bords. Il y aura peut-être même des centristes du groupe Lyot qui votent la censure du gouvernement. Donc, vous allez vous associer à des gens qui parlent de vous en disant que vos obsessions sont viles. Oui. Vile, c'est hautement méprisable. Oui, je sais, je vous remercie. Les mots que peuvent avoir le nouveau Front populaire à notre égard, franchement, ne nous importent pas. Encore une fois, nous voterons la censure, peu importe le parti politique qui en est à l'origine, parce que l'intérêt du pays et le fait d'empêcher ce budget de récession d'être adopté est pour moi un impératif. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, ces réactions au sein de la gauche et au sein du RN aujourd'hui qui se défend et qui dit non, on n'est pas du tout en train de faire alliance aujourd'hui? Oui, effectivement, c'est aussi un des derniers éléments que peuvent, dans le discours du socle commun pour essayer de dissuader les oppositions de voter la censure, c'est surtout de les dissuader de voter chacune la censure de l'autre, en reprochant à l'une et à l'autre de faire alliance avec leur opposé. C'est un argument qui est assez néanmoins difficile à utiliser pour le socle commun, parce que on se souvient que pendant l'été, en particulier, les partisans d'Emmanuel Macron ont souvent menacé de censurer tout gouvernement formé par le NFP, notamment si Lucie Castet avait été nommée Première ministre, en s'associant, le cas échéant, avec le Rassemblement national. Donc ça rend plus difficile aujourd'hui de reprocher à la gauche de déposer une motion de censure, quand bien même elle serait votée par le Rassemblement national. En revanche, de reprocher au RN de voter la motion déposée par la gauche, ce même texte qui dénonce l'attitude du RN, ça paraît quand même assez incohérent aujourd'hui. Absolument, c'est ce qu'a dit, effectivement, c'est beaucoup là-dessus qu'a insisté Michel Barnier hier soir, c'est dire au Rassemblement national qu'il votait une motion de censure de la gauche qui critiquait beaucoup l'extrême droite, mais il est vrai que les exposés des motifs d'une motion de censure n'ont pas de valeur normative et juridique. Ce sont des exposés de motifs qui sont proclamatifs, mais la seule valeur d'une motion de censure, c'est de contraindre le gouvernement à la démission. Donc c'est là-dessus que se base le Rassemblement national pour dire nous votons une censure et l'exposé des motifs, au fond, nous importe peu. Et c'est vrai que sous la Ve République, il n'y a pas d'obligation de motion de censure constructive, c'est-à-dire qui oblige à avoir un gouvernement et une politique alternative. Sauf que les symboles comptent, ils ont leur importance en politique aussi. Est-ce qu'il ne faut pas voir aussi dans ce ralliement du RN à cette motion de censure déposée par la gauche le signe que ils sont aussi à court d'alternatives et d'options? On sait qu'ils sont en grande difficulté en ce moment. Ce qui est vrai, c'est que Marine Le Pen est tiraillée entre plusieurs options stratégiques. On a vu que depuis plusieurs mois et en fait depuis plusieurs années, elle a une stratégie de respectabilisation, de montrer qu'elle elle prétend être un parti de gouvernement prêt à rentrer, enfin qui fait partie de l'arc républicain et qui notamment cherche à se distinguer de la gauche et en particulier de la France insoumise, accusée d'être de bordéliser, d'être dans l'agressivité permanente, etc. Et dans le même temps, elle doit aussi néanmoins rassurer sa base électorale et qui est aussi en demande d'une certaine radicalité, d'une certaine contestation du système, de l'ordre établi et notamment d'Emmanuel Macron. Donc c'est cet arbitrage qu'elle essaie d'effectuer, à la fois être un parti de gouvernement mais en même temps garder sa base anti-système. C'est ça toute la contradiction profonde de Marine Le Pen. Et aussi, bien entendu, il y a la question de sa possible condamnation et de l'inéligibilité qui pourrait en découler. Les affaires judiciaires qui ont quand même accéléré le rythme. Qui sans doute l'incite à vouloir accélérer le calendrier. Potentiellement, ce qu'elle espère sans doute le plus, ce serait une présidentielle anticipée qui arriverait avant son éventuelle inéligibilité, même si c'est une stratégie qui est assez difficile à mettre en œuvre. Damien Lecomte, on va essayer de se projeter, pas de faire la messe avant qu'elle soit dite, mais si la motion de censure, cette motion de la gauche était votée, adoptée ce soir, ce serait donc synonyme de clap de fin pour le gouvernement Barnier. Et après,
quoi? Qu'est-ce qui se passerait? Alors déjà, ça serait une première depuis 60 ans. Donc effectivement, ça entraîne deux choses. Le gouvernement Barnier, Michel Barnier doit présenter au président la démission de son gouvernement. Et immédiatement. Et le projet de loi de financement de la sécurité sociale est considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale. Alors du coup, pour ce qui est des projets de loi, la procédure parlementaire peut continuer, mais du coup, ça signifie qu'il faut à nouveau continuer à discuter entre les deux chambres du Parlement pour aboutir à un texte commun. Donc là, ça reste le problème, c'est d'adopter un budget de l'État et de la sécurité sociale le plus tôt possible. Alors, on pourra en reparler, mais il y a évidemment des mesures d'urgence qui peuvent permettre de repousser le moment où ils seront adoptés. Mais néanmoins, il y a une relative urgence. Et ensuite, la vraie question, ce sera, Emmanuel Macron doit décider que faire avec ce gouvernement qui est démissionnaire. On dit qu'il peut prendre son temps et laisser ce gouvernement démissionnaire en poste. Ça paraît peu probable, non? Ça paraît peu probable, mais en même temps, on a vu l'été dernier que le gouvernement Attal a été démissionnaire pendant presque 2 mois. C'est-à-dire que c'était une grande première. Dans un contexte de Jeux Olympiques aussi qu'on accueillait, il y avait quand même des priorités peut-être à gérer. Il y avait des priorités à gérer, mais néanmoins, on s'est trouvé dans une situation assez inédite dans laquelle on s'est aperçu que le droit était assez lacunaire sur qu'est-ce qu'était un gouvernement démissionnaire, qu'est-ce qu'il avait le droit de faire, et on a finalement très peu de jurisprudence pour nous éclairer. Et du coup, c'est vrai qu'on entrera à nouveau dans une période un peu inconnue où, si le gouvernement Barnier reste démissionnaire pendant une ou plusieurs semaines, est-ce qu'il aura le droit de continuer à mener les débats parlementaires pour essayer de faire adopter le budget? Cette fois-ci, il ne pourra plus engager sa responsabilité puisqu'il ne pourra plus être renversé et donc il ne pourra pas activer à nouveau le 49.3. Mais du coup, Emmanuel Macron devrait effectivement, pour que les choses fonctionnent à peu près correctement selon la Constitution, nommer le plus vite possible un Premier ministre. Il pourrait aussi renommer Michel Barnier, mais lui a déjà écarté l'option hier soir chez nos confrères de TF1, ou une autre personnalité compatible avec un socle commun. On a entendu beaucoup de noms, deux noms, entre autres, circuler ces dernières heures, celle des centristes et de la droite, les noms de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de François Bayrou, président du MoDem. Effectivement, une première option pour Emmanuel Macron, c'est d'essayer de reconduire malgré tout la même formule gouvernementale, le même socle commun, que ce soit avec Michel Barnier ou un autre, parce que alors ça ne changerait pas le fait néanmoins que le texte aura été rejeté. Donc ce nouveau gouvernement, s'il reconduit le socle commun et la même formule, il devra de toute façon avoir le même problème d'essayer de faire adopter un budget, en sachant que le Rassemblement national, cette fois-ci, est bel et bien prêt à le censurer si jamais il engage le 49.3. Donc ça veut dire qu'il sera dépourvu de cette arme-là et qu'il devra essayer véritablement de trouver une majorité positive pour adopter le budget de l'État et de la sécurité sociale sans pouvoir recourir au 49.3. Mais c'est une possibilité qui est offerte à Emmanuel Macron. En tout cas, dans les coulisses de